Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo, alors petite vidéo à l'arrache, mais qui, je pense, peut-être une vidéo intéressante qui vous apprendre sur les australopithèques et sur la façon de se déplacer de nos ancêtres. Alors je fais cette vidéo parce que j'avais vu des reconstitutions de la musculature de Lucie qui avait été faite, je crois, par un labo anglais. euh, En utilisant un logiciel qui était vraiment de mauvaise qualité et qui était passé dans des rubriques scientifiques qui expliquaient que ils avaient étudié la musculature de Lucie en reprenant, grâce à un logiciel, en refaisant toute la structure du muscle. Vous allez voir que c'est complètement aberrant, hein. Ce sont des reconstitutions d'une très très mauvaise qualité et je vais vous les montrer. Alors là, il y en a une. Voilà, ça c'est les membres inférieurs de Lucie et il vous expliquait que la musculature de Lucie était très impressionnante, hein. Ils étaient très développés. Alors, ils étendaient leurs jambes comme les hommes, c'est des australopithèques, hein. Mais ils étaient beaucoup plus musculaires. Alors là, on voit qu'elle a les jambes un peu arquées, hein. Donc, elle avait un bassin très large et je vais vous expliquer pourquoi elle avait un bassin extrêmement large, hein, et pourquoi des australopithèques plus tardifs comme Sediba avaient un bassin moins large. Alors, j'ai reconstruit tout ça, puis je vais vous montrer les erreurs qu'ils ont fait, qui sont des erreurs normalement qu'on n'a pas à faire quand on est professionnel. C'est que là, quand ils vous représentent euh, le bassin de Lucie, vous voyez qu'à ce niveau-là, hein, le bassin est en rétroversion, alors qu'il devrait être en antéversion. On ne marche pas en rentrant les fesses, hein, on marche en les sortant. Ils n'avaient pas un bassin qui était un os iliaque très sorti, mais on ne peut pas marcher de cette façon-là. Donc déjà, c'est une erreur. Vous voyez, là, je vous mets un bassin humain, un bassin assez proche des hommes, hein, bien que le haut n'était pas pareil. On ne marche pas avec le bassin rentré comme ça, on marche avec le bassin plutôt incliné vers l'avant et pas rétroversé, donc incliné vers l'arrière, hein, pour pouvoir mettre un bon bras de levier pour le fessier. Si le fessier est comme ça, il n'a aucune puissance, hein, bien sûr. Donc ce sont déjà des scientifiques qui n'ont pas un très bon niveau. Alors, moi, ça m'a donné envie de faire une reconstitution, donc il y avait qui traînait sur le net de très très bonnes reconstitutions du squelette de Sediba. Sediba qui est un australopithèque qui a 2 millions d'années, donc c'est pas notre ancêtre direct, hein, il a déjà évolué alors qu'il y avait des préhumains, hein, des préhumains, euh, il y avait déjà des branches, en tout cas, qui s'étaient un peu développées. Puis là, on voit à peu près des australopithèques avec Australopithèque anamensis, hein, il a entre 4,2 et 3,8 millions d'années. Un australopithèque, ça représente beaucoup, on va dire, d'espèces en vérité, hein, mais dont une a donné le rameau humain. Mais ce sont des espèces de primates bipèdes qui avaient cette particularité d'être bipèdes, hein, et, et qui continuent à grimper aux arbres. Alors là, on a Australopithèque afarensis, 3,7, 3 millions d'années, hein, on arrive à peu près à les dater avec les couches sédimentaires. Australopithecus prometheus, hein, 3,7, 3,3, hein, on les date à peu près. Australopithèque DI remeda, alors 3,5, 3,3 millions d'années. Alors elles ne sont pas tous trouvées au même endroit. Vous voyez, il y en a certains en Afrique du Sud, d'autres en Tanzanie, au Kenya, en Éthiopie. Hein, on fait un grand tour en Afrique, hein. Kenyanthropus platyope, alors 3,5, 3,2. Australopithecus Barel-Ghazali, hein, 3,5, 3 millions d'années au Tchad. Australopithèque africanus, tu vois, 3, 2,5 millions d'années en Afrique du Sud, et Australopithèque garni, Éthiopie. Voilà, et après on a 2,5 Sediba. Donc Sediba, c'est un australopithèque tardif, et c'est très intéressant de le reconstruire. Je vais vous montrer le travail que j'ai fait. Alors là, on a Berger qui a découvert Naledi, alors c'est le- l'homme préhistorique, si vous voulez. Je crois qu'il y a 200 000, 300 000 ans, hein, donc, c'est Berger, c'est le chercheur là, mais il est à côté de Célibat, hein, donc il n'est pas
il se montre à côté, c'est pas lui qui a découvert celui-là, hein, celui-là, lui, il a découvert Naledi, mais c'est pour vous montrer la taille et la très bonne reconstitution qu'on a pu faire d'après les restes de cet australopithèque que j'ai utilisé, hein, bien sûr, c'est pas Lucie, il n'a pas tout à fait la même forme, mais je vais vous montrer comment, puis je vais vous parler du déplacement qu'il avait. C'est très intéressant, en refaisant la reconstitution musculaire, de comprendre comment il se déplaçait, puisque c'est en dessinant, moi, que je comprends les choses. Je ne suis pas un très grand dessinateur, je suis avant tout un grand scientifique qui sait très bien dessiner, bien qu'il y ait des gens qui dessinent mieux que moi. Alors, comme dit, je dessine comme Léonard de Vinci, mais il y a des mecs qui dessinent comme Michel-Ange, donc qui sont instinctivement bien meilleurs que moi. Donc là, on a Sediba, qui est un australopithèque tardif. Alors, il faut savoir que si on reconstruit ce squelette, comme on voit ici, tout ce qui est en blanc, bien sûr, ça a été reconstruit et ça n'existe pas, mais on l'imagine. Mais si vous remarquez, quand on a, par exemple, un côté droit, on peut refaire un côté gauche par effet miroir. Donc, à partir du moment où on a certaines parties, donc on peut refaire entièrement l'individu, surtout qu'on a trouvé dans les mêmes gisements, je crois, plusieurs restes d'Australopithèque, ce qui permet d'avoir à peu près d'être capable de reproduire plus ou moins, même s'il y a une femelle, je crois, et un juvénile, de reconstruire plus ou moins l'espèce et la morphologie de l'individu. Donc là, ce ne sont pas eux qui ont donné le rameau humain, mais ils étaient très proches de ceux qui ont donné le rameau humain, et on voit très bien qu'ils étaient déjà adaptés à la marche, les genoux tendus, ils étaient de petite taille, ils n'étaient pas très gros, celui-là, il y en avait des plus petits, il y en avait des un peu plus grands, tu vois, et on voit surtout qu'ils ont un bassin très 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 humain, celui-là devait être une femelle un peu, parce qu'on les voit ici, c'est un peu plus élargi, on suppose, mais après c'est très dur à voir quand même à ce niveau-là, tu vois. Et on voit qu'ils avaient une cage thoracique de singe et des membres inférieurs d'homme, alors pratiquement d'homme, puisqu'ils ont quand même des os, vous voyez ici, des pouces qui vont un peu vers l'intérieur, donc ils avaient quand même une capacité un peu plus évoluée de préhension dans les arbres, et vous allez voir ce que ça va impliquer. Donc c'est très intéressant de comprendre ça, et je vais vous expliquer les reconstitutions, et on va parler un peu des australopithèques et de la façon dont ils se déplaçaient. Alors je vais vous montrer comment je fais une reconstitution, je pars bien sûr de squelettes, on a des bons squelettes, tu vois, des bonnes reconstitutions, ce qui permet à peu près d'avoir une idée et de savoir comment il vivait, puisque le squelette donne énormément d'informations, et on peut placer les muscles, puisqu'à partir du moment où on a un squelette comme celui-là, on peut placer les muscles, on voit ici, il y a les fléchisseurs, les avant-bras, les fléchisseurs des doigts, on voit que c'était large, donc ici à ce niveau-là, donc il continuait à grimper aux arbres, ici les grands os interosseux qui devaient être là, avec des très forts fléchisseurs des doigts, et vous allez comprendre aussi qu'il n'avait pas, qu'il pouvait fléchir complètement ses doigts, à la différence des chimpanzés quand il avait la main en extension. Donc il pouvait quand même lancer pas mal, mais il avait plus de problèmes pour s'agripper longtemps dans les arbres, même s'il pouvait y monter. Son épaule prouve qu'il grimpe facilement aux arbres. Donc je vais vous montrer maintenant, je vais vous montrer la reconstitution que j'ai faite et vous allez comprendre. Là, elle est en cours, elle n'est pas finie. Donc on a le squelette qui est ici. On a le squelette qui est là, vous voyez, et après ça, je place les muscles un par un. Alors, quand on voit le squelette de cette façon-là, on peut s'apercevoir que le membre inférieur est un membre presque humain, avec des jambes droites, c'est pas des jambes de singe, fléchies, au niveau du genou, et c'est pas du tout un bassin de singe qu'il a, c'est un véritable bassin d'homme, un bassin de singe, ça monte en général assez haut, et ça n'a pas grand-chose à voir avec un bassin humain. Alors, on voit dans cette reconstitution qu'il avait des épaules, ici, vous voyez, des épaules, et des épaules extrêmement développées, et qu'il pouvait monter les bras très haut, et qu'il était fait pour grimper. Alors là, c'est la version de face que je fais, mais je vais vous montrer après. Je ferai après la version de dos, je vais faire le système digestif, parce qu'on peut à peu près voir pourquoi il avait un gros ventre. Vous allez comprendre pourquoi il avait cette morphologie. On voit qu'il a un très gros ventre ici, un gros système digestif, pour abriter en vérité un gros système digestif, mais un ventre qui est quand même moins gros que celui de Lucie, qui était même, je crois, un peu plus petite que lui, parce qu'il avait déjà une alimentation plus carnée que celle de Lucie, donc qui est antérieure à lui, donc il avait déjà une alimentation qui était relativement
mixte, hein, avec plus de viande et un peu moins de végétaux, mais il continue à avoir un gros bide parce qu'il a besoin de faire fermenter dans ses intestins et son gros côlon, euh, fermentation bactérienne pour péter les fibres celluloses des végétaux qu'il doit manger. Donc il avait quand même un gros ventre, mais il continuait à marcher très bien, hein. Et par contre, sa taille, même si elle est un peu plus mobile que celle des singes, elle reste quand même, à cause de ce gros système digestif qu'on a à l'intérieur, elle reste quand même peu mobile. Donc que ça va entraîner sur la locomotion, vous allez comprendre, ça veut dire qu'il marchait quasiment comme un homme, hein, en tout cas sur les membres inférieurs, il n'a pas les jambes fléchies, il avance ses pieds quand il marche très facilement, hein. Il marche comme un homme, il ne peut pas trop dérouler ici le pied comme les humains classiques, hein, vous allez voir, hein, voilà. Là on a un humain classique, là j'ai dessiné Usain Bolt, alors c'est Usain Bolt de dos parce que c'est un humain coureur, hein, coureur et un Africain par excellence, hein, même s'il est jamaïcain, il a du gène africain, donc on peut voir qu'il a des très très longs tendons d'Achille, tendons calcanéens, parce qu'il ne doit pas monter en chaleur, il doit économiser l'énergie en Afrique, alors pas lui, il n'est plus en Afrique, mais ses ancêtres étaient en Afrique, donc le but c'est de ne pas monter en chaleur, c'est la première pression sélective, hein, et vous voyez qu'il a des membres très longs, beaucoup plus longs que notre ami Célibat, hein, qui, 2,5 millions d'années, avait des membres plus courts, mais pouvait marcher correctement. Et on voit que là, il y a une adaptation parfaite à la marche, et aussi à la course, mais le but, c'est pas de courir, c'est surtout de marcher, pas de produire de chaleur, hein. Donc c'est pour ça que les Africains ont ces grandes jambes, hein, et toutes tendineuses ici, hein, vous voyez, très très tendineux au niveau du triceps sural, donc du tendon calcanéen, hein. Et on voit aussi que les ischios qui sont ici sont extrêmement tendineux, hein, pour récupérer l'énergie cinétique, hein, pas pour courir, comme je dis toujours, après les gazelles ou fuir un lion, mais pour ne pas monter en chaleur dans des climats chauds. Et ça se réduit quand on part au nord, hein, avec Néandertal, mais aussi avec les sapiens qui viennent d'Afrique, hein, on vient tous d'Afrique, même quand on est tout blanc, hein. On était noir avant, et on s'adapte, on a les jambes qui diminuent en volume pour produire de la chaleur, hein, et quand on marche, en étant plus musculaire, donc plus musculaire, pas pour être plus fort, hein, pour produire de la chaleur quand on marche, c'est ça l'avantage, et en Afrique, tu n'as pas à produire de chaleur, tu dois économiser. Donc on voit que les formes sont différentes, et on voit qu'il marchait très très bien, mais qu'il ne pouvait pas très bien bouger la taille, parce qu'il avait un gros système digestif, et qui lui limitait les mouvements du bassin. Il n'était pas très mobile et il ne pouvait pas bouger les épaules comme bougeraient les épaules Usain Bolt quand il court ou qu'il marche, hein, c'est large d'épaule avec une taille très dégagée ici, hein, par rapport à un australopithèque. Donc on voit qu'il devait marcher très bien, il ne déroulait pas le pied puisqu'il n'a pas de tendon, il n'est pas très fort là-dedans, mais il marche très bien quand même, mais il n'est pas très économique sur le bas de la jambe, mais il est quand même plus économique qu'un singe. Et par contre, comme il n'a pas de taille, hein, marquée, il va compenser en faisant osciller ses bras qui restent, vous remarquez, très longs, on pourrait rigoler, donc il a une morphologie pour faire du soulevé de terre, hein, puisqu'il a les bras qui lui arrivent quasiment debout, un peu au-dessus du genou, hein. Donc il a de très 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 grands bras, c'est pour grimper aux arbres bien sûr, et ça lui permet de faire des balanciers, et comme il ne peut pas quand il marche, bouger beaucoup la taille, il va compenser, hein, et donc avancer l'épaule droite et l'épaule gauche vers l'avant, hein, en reculant quand vous avancez le pied droit, hein, vous avez l'épaule gauche qui avance vers l'avant. Comme lui, il ne peut pas beaucoup l'avancer, il va compenser en avançant son bras. Donc il avait une espèce de marche étrange où le bas, c'est quasiment une marche humaine, mais qui compense avec, comme il n'a pas la taille mobile, hein, ou très mobile, plus mobile qu'un chimpanzé, hein, mais moins mobile qu'un homme, donc il va balancer ses bras vers l'avant et vers l'arrière, hein, donc pour compenser le déséquilibre. Donc il avait une espèce de marche figée au niveau de la taille, mais moins qu'un chimpanzé et plus qu'un homme, et une compensation avec des grands mouvements de bras. C'est simple à comprendre, il n'y a rien de magique là-dedans, c'est juste de la biomécanique de base. Quand vous ne pouvez pas bouger la taille, vous allez à ce moment-là bouger les bras, et c'est d'autant plus facile de bouger les bras et de rééquilibrer que vous les avez grands, hein, ça fait un grand balancier, ça permet de bien marcher. Donc ça devait être bizarre à voir, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, là, on n'a pas du tout sous les yeux, puisqu'on n'a aucun truc qui est comme ça, hein, qui est un haut de singe avec un bas quasiment d'homme, mais des pieds, vous savez, massifs ici, parce qu'il continue à s'agripper aux arbres et à grimper aux arbres pour fuir les prédateurs. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Par contre, vous avez la main qui est ici.
Ce n'est plus du tout une main de singe. Alors, je vais vous montrer une main de... vous allez voir, je vais vous montrer une main, si je la retrouve, parce que c'est un fatras d'images qui vont dans tous les sens. Je ne suis pas super équipé, donc je vais essayer de vous retrouver la main que j'avais préparée, et ben, que je ne retrouve plus. C'est quoi ces conneries? Normalement, ah voilà. Donc j'ai une main qui est ici. Donc voilà la main. Ça, c'est une main de chimpanzé. Vous voyez, il y a un petit pouce et il y a de grands doigts qui sont ici avec des fléchisseurs, des avant-bras très puissants. Donc quand il étend la main, vous voyez là, il a la main étendue, ben, les doigts restent en flexion, restent en crochet et pas possibilité de les étendre parce que c'est un moyen de section. Quand tu es lourd, tu t'agrippes aux arbres. Il ne faut pas tomber ou tu te casses en morceaux. Donc quand tu étends la main, tes fléchisseurs des doigts, des bras, qui sont ici, qui sont en profondeur ici, bah chez les singes, ils sont très courts. Donc, quand ils étendent le bras, quand ils étendent la main, les doigts se replient automatiquement en crochet. Et on voit que Céliba n'avait plus ce système d'attache et qu'il avait des mains presque humaines, avec un pouce déjà agrandi. Alors que regardez, ça c'est un pouce de chimpanzé. C'est petit avec de grands doigts, là ils sont fléchis les doigts. Bien sûr, lui il avait une main quasiment humaine, ce qui fait qu'il n'avait pas une super prise, il ne pouvait pas rester longtemps accroché, plus longtemps qu'un homme bien sûr, il a des gros avant-bras quand même, il se maintient, mais il ne peut pas faire de brachiation à l'aise quand même, parce qu'il n'a pas ce système de crochet. Mais par contre, ça lui permet quand même de grimper, et en même temps ça lui permet de faire des outils, parce que quand vous avez des mains de type humaine, vous pouvez mieux saisir des objets et le fermer avec le pouce. Vous voyez que le pouce, c'est plus du tout un pouce de singe, c'est quasiment un pouce d'homme. Donc vous pouvez saisir des bâtons, taper, mais vous pouvez aussi avoir une manipulation précise d'objets. Et Céliba, 2 millions, 2,5 millions d'années, devait déjà faire des petits, même s'il a disparu sans laisser de descendance, si vous voulez, il pouvait déjà sûrement faire des outils rudimentaires de bonne qualité, comme je dis tout le temps, quand vous avez un grand pouce, c'est pas pour vous le mettre dans le cul, c'est pour faire des outils, voilà. Et quand un chimpanzé n'a pas de pouce, ça va être dur de prendre, de saisir avec précision et de maintenir des choses. On peut des fois tenir des cailloux, mais ça va être plus dur. Donc c'est très intéressant de voir ça. Alors la différence qu'on peut voir aussi entre le bassin de Céliba et le bassin de Lucie, alors je vais vous montrer, c'est intéressant, voilà. Ça c'est le bassin de Lucie, alors Lucie est beaucoup plus petite, et ça c'est le bassin de Céliba. Céliba, il a presque un bassin humain, il y a pas mal de centaines de milliers d'années qui séparent les deux, mais on voit que Lucie a un bassin très 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 élargi, Lucie a un bassin très large, et Céliba a un bassin beaucoup moins large. Alors, mais pourquoi il a un bassin moins large? C'est tout simplement parce que Lucie est beaucoup plus végétarienne. Alors elle mange aussi de la viande, sûrement un peu, tu vois, mais elle a une nourriture qui va être beaucoup plus végétarienne, ce qui demande un gros système digestif et un bassin justement pour accueillir ce gros système digestif et le faire reposer là-dessus. Puis il faut savoir qu'aussi ça repose là-dedans. Il y a toute une trame de tissus fibreux, musculaires, et ligamentaires qui maintient les viscères pour pas qu'ils tombent. Il n'y ait pas de descente d'organes à l'intérieur. C'est d'ailleurs le premier problème que rencontrent les australopithèques, c'est la descente d'organes en position verticale, qui est un peu gênante quand tu marches, puisque à ce moment-là, c'est ça qui limite la largeur du bassin aussi, chez les bipèdes, chez les humains, puisque ça risque de fragiliser, surtout pour les femmes qui risquent d'avoir des descentes d'organes. Donc c'est intéressant, ça a été découvert par un labo anglais, je crois, mais je ne me souviens plus. C'est une très belle analyse de la largeur du bassin qui posait un problème pour les descentes d'organes, et on le sait, mais chez les femmes bien sûr, et surtout en période pré et post-accouchement, tu vois, où elles sont gorgées d'hormones, les femelles, et elles doivent à ce moment-là s'ouvrir pour laisser passer un petit, et ça peut poser des problèmes, cette position bipède, parce que tu vas faire sortir un petit, mais tu vas faire sortir aussi l'utérus, et puis aussi l'anus, au passage de l'intestin par l'anus, en faisant des prolapses des fois dangereux. Donc il y a tout un problème qui est lié à cette position debout. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre un peu. Donc tu vois, quand tu fais un dessin, quand tu reconstruis comme ça, tu peux à ce moment-là t'apercevoir de beaucoup de choses très intéressantes. Et c'est la réflexion que te donne le dessin. J'ai la chance de ne pas être un dessinateur, un paléo-dessinateur, mais d'être un scientifique qui sait dessiner et qui, grâce au dessin,
vous explique des choses extrêmement intéressantes. Alors, personne n'avait fait une reconstitution de la sorte, hein. C'est intéressant de comprendre comment était célibat, personne ne l'a fait, il va être terminé, puis après je ferai tous les muscles, hein, je ferai le système digestif, et puis après je le ferai entièrement musculaire, vous allez voir ce que ça va donner, c'est marrant à voir. Euh, quand c'est complètement fait, je dois l'avoir quelque part, je vais essayer de le trouver. Je vais le trouver, puis je vais vous parler un peu de l'épaule de célibat. C'est à l'arrache ma vidéo, hein. Mais j'aime bien en faire des à l'arrache. Système digestif, je ne trouve pas. Alors attends. Ah voilà, je vais vous montrer ce que c'est quand c'est entièrement à peu près. Hein, c'est vraiment une image qu'on a fait à l'arrache en mettant les deux côtés à droite et à gauche. Voilà, c'est mon pote Sébastien qui m'a fait ça à toute vitesse. Voilà, alors tu vois à peu près voilà ce que ça donne quand tu les vois. Il est comme sur une table de dissection. Alors là, il est ouvert parce qu'on a mis le côté gauche du côté droit et on a mis le bras gauche du côté de l'autre côté. Mais voilà ce que ça donne un australopithèque quand on s'est reproduit anatomiquement, hein, en écorché. Donc, tu vois que c'est vraiment intéressant. Celui-là, il n'est pas beau, hein, on l'a fait à toute vitesse, mais on fera celui-là bien mieux, hein, avec de belles couleurs. Je ne sais pas si on peut éclairer pour que tu vois un peu ce que ça donne. Voilà, hein, tu vois, c'est quand même assez joli. Et puis surtout très vrai, hein, on n'a rien inventé. Alors je vais te montrer maintenant les triceps de célibat. Personne s'en était aperçu, c'est très intéressant à comprendre. Alors là tu as son omoplate. Alors voilà, ici tu as un omoplate, tu vois c'est l'omoplate de célibat. Et tu vas voir la différence qu'il y a entre, là je ne l'ai pas fait encore de dos, mais je vais le faire après de dos. Je cherche les dessins que j'ai faits pour te montrer un peu si je les retrouve. Les triceps, voilà. Et je vais te montrer ce que ça va donner. Alors là, tu as l'omoplate. Alors, on a l'omoplate relativement complet, tu vois, on l'a ici, voilà, tu vois l'omoplate. On a découvert, il y en avait plusieurs, tu vois, donc quand même, on a un truc qui est assez complet. Tu vois, voilà, l'omoplate. Et ce qui est marrant à l'omoplate, c'est que tu vas voir ici, voilà, tu vois la tâche du triceps qui part là et qui va jusqu'à là, alors que celle de l'homme, elle est beaucoup plus courte. Alors là, il y a une très bonne, on trouve tout sur Internet, hein, pour être un chercheur de salon qui fait des grandes découvertes. Et là, tu as, bien sûr, un triceps alors pas du tout d'australopithèque, mais de chimpanzé et un triceps d'homme. Et tu vois que ça, c'est un triceps d'homme et que le triceps, la longue portion qui sert à grimper, hein, et pas uniquement à étirer le bras, mais à grimper, s'accroche ici, elle solidifie l'articulation qui est ici, tu vois, elle maintient l'articulation, une bonne congruence, donc elle maintient l'articulation, hein. Il stabilise l'articulation, la longue portion du triceps, mais il servait aussi à grimper en agissant comme le grand dorsal, hein. Et ça, c'est l'homme. Et là, tu vois un chimpanzé, tu vois que la longue portion qui est ici, elle ne s'attache pas uniquement en haut sous la scapula, hein, elle s'attache sur quasiment tout l'omoplate, et c'est vraiment quelque chose d'important. Et là, quand on regarde, bah, alors je te montre là, c'est l'homme, hein, voilà, un peu, voilà, c'est un dessin que j'ai fait, tu vois, ça c'est l'articulation, voilà, tu vois, c'est la longue portion du triceps, hein, qui est ici, hein, qui s'accroche là, voilà, c'est dans le livre des blessures, on pas traitera d'une blessure, mais en bas, là, c'est une autre, tu vois, qu'on fait pour les Américains, et eux, tu vois, célibat, bah, tu vois le triceps qui s'accroche très bas, hein, alors que l'homme s'accroche très haut, et donc tu vois qu'il avait un triceps qui était comme un triceps de singe, donc notre ami célibat continuait à bien grimper aux arbres, et il n'avait pas, quand il montait aux arbres, d'étirement et de risque de luxation de l'épaule s'il sautait d'une branche à l'autre, même s'il était moins à l'aise qu'un singe, à cause de ses mains, qui avaient beaucoup moins de capacité de préhension parce qu'elles ne se mettaient pas en crochet, mais il pouvait lever l'épaule. Donc c'est des choses qu'on commence à comprendre et que le dessin, l'anatomie vous permettent d'expliquer avec une grande précision. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ces tailles larges qu'avaient les australopithèques était un énorme désavantage, même s'ils pouvaient bien marcher, était un énorme désavantage, comme je vous l'ai fait là, hein, puis je vais vous montrer d'autres dessins que j'ai fait maintenant, pour la survie des femelles. Pourquoi la taille large est un problème pour la survie des femelles, vous allez comprendre. Je vais vous montrer un beau dessin que j'ai fait dans l'éveil des consciences. Voilà, là vous avez une femelle humaine. Alors vous, si vous avez eu des enfants comme moi, vous avez vu les mamans, hein, ou votre femme porter les petits, ils les portent sur les hanches parce qu'elles ont les hanches larges pour faire passer les bébés, hein. On a des gros bébés et Lucie avait des hanches larges, hein, comme je vous l'ai montré, pas pour faire passer des bébés parce que personne ne vous l'a expliqué, mais moi je vous l'explique, hein. Mais Lucie qui est ici
avait pas des hanches larges, mais avait un bassin très large, mais elle ne pouvait pas porter parce ce bassin logeait un gros système digestif que n'a plus nos femmes, puisqu'on maintenant on bouffe de la nourriture raffinée, on bouffe de la viande, ça ne demande pas une grosse usine pour casser les végétaux, la cellulose pour en tirer les hydrates de carbone et les protéines. Donc ça, c'est une femme. Là, vous avez les chimpanzés, alors une guenon qui porte son petit sur le dos. Et quel problème ont rencontré nos australopithèques, hein. Vous avez ici Célibat. Et ben voilà ce que ça fait un australopithèque quand ça porte un petit, une femelle. Ça ne peut pas le porter sur le côté comme une femme, hein, puisque ça n'a pas de hanche marquée, hein, et encore moins Lucie. Ça le porte sur le ventre, comme ça. Et comme ils avaient perdu leur poil pour thermoréguler, c'était un énorme problème, la survie des mamans avec des petits dans les bras, hein, puisque la locomotion était difficile à cause du manque de poils pour thermoréguler et à cause de ce bassin bien large, hein, qui n'était pas encore adapté à une nourriture plus viandophage ou carnivore, bien qu'il continuait, il commençait à en manger. Alors lui, hein, Célibat avait déjà un rétrécissement, Lucie un peu moins, tu vois, lui c'est un australopithèque tardif, mais tu vois que ça pose un problème énorme, et c'est pour ça qu'il y a eu ce partage des tâches, sexe contre énergie, parce que les femmes étaient devenues vulnérables, surtout avec leurs petits dans les bras, hein, à cause de cette bipédie, qui est un avantage pour les hommes qui peuvent taper fort, hein, et les femmes, les femelles, non. Hein. Donc on échangeait sexe contre nourriture, les hommes allaient chercher la nourriture, et les femelles tenaient dans leurs bras les petits, restaient près des arbres, près des points d'eau, prêts à y monter en cas de problème. Donc séduction, échange, épouillage et sexualité contre de la nourriture. Et puis c'est là qu'on a perdu nos périodes d'oestrus, c'est-à-dire qu'on a une sexualité permanente qui est apparue, et non uniquement les femelles qui se font, qui ont des relations sexuelles une fois dans le mois pour se faire féconder. Hein. Non, là c'était en permanence, ce qui permettait de nourrir les petits, puisqu'on échangeait sexe contre nourriture pour optimiser la survie des petits. C'était les hommes qui rapportaient plus de nourriture et qui étaient plus attentifs et protecteurs qui transmettaient leurs gènes, et c'était les femelles qui savaient échanger leur charme, leur attention, qui, elles, avaient le plus de chances de transmettre leurs gènes. Donc c'est échange de bons procédés, hein, donc c'est toujours intéressant. Donc voilà, est-ce que j'en ai d'autres à vous montrer? Voilà, sur le bassin, voilà, bassin humain, bassin de singe, hein, et voilà, et ce qui donne un bassin, un singe qui peut marcher debout, mais très mal, parce que ça n'a pas d'os iliaque projeté vers l'extérieur. On voit qu'un australopithèque a déjà l'os iliaque projeté vers l'extérieur, c'est des dessins que j'ai fait, hein. Je ne fais pas que des beaux dessins d'anatomie comme ça, je fais aussi des petits dessins symboliques, tu vois. Un singe, quand il se redresse, hein, comme Amban, où on en voit plein maintenant dans les eaux qui copient les gens qui voient ou leurs soigneurs, tu vois, ils ont un cul plat et les jambes encore fléchies, alors que l'australopithèque, hein, a les jambes tendues, déjà une lordose lombaire et l'os iliaque vers l'arrière pour permettre une marche correcte, mais il reste avec un pied assez massif, hein, et un doigt un peu préhensile pour continuer à grimper aux arbres. Et puis quand on arrive chez l'homme, ben voilà, on va se retrouver comme ça, avec un os iliaque qui va être beaucoup plus déporté vers l'arrière pour pouvoir marcher beaucoup mieux. Et puis alors quand on est un sahélien, hein, quand on est quelqu'un de très grand, on va développer en plus une sélection sur un bassin très projeté en arrière pour mettre un grand fessier pour compenser des grandes jambes qui permettent de mieux marcher aussi, surtout avec les triceps suraux, les tendons d'Achille et les ischios très fibreux, d'éviter de monter en chaleur, hein, et avec un bloc moteur plutôt vers le haut chez les Africains et un bloc moteur plutôt vers le bas chez les Européens pour faire de la chaleur. Voilà, hein, parce que les gens n'ont pas compris. Il y a la règle de Bergman et d'Allen, mais aussi la règle de Lavier. Voilà. Est-ce que j'en ai d'autres à vous montrer? Je ne sais pas. Donc c'était pour vous parler un peu, voilà. Alors quand on compare l'Australopithèque, et là il parlait de l'Australopithèque récemment, on s'est aperçu pour transpirer qu'il devait être glable, ne pas avoir de poils, bon je l'ai déjà expliqué. Et là je vous montre, là vous avez des fesses de femmes, des fesses d'Australopithèque et des fesses de chimpanzé. Alors vous voyez que le chimpanzé c'est une femelle, elle a encore ses périodes de estrus, donc elle a toutes les callosités fessières autour des organes, autour de l'anus qui rougissent quand elle est fécondable, hein, donc c'est pour optimiser les chances de fécondation, hein. Et on voit que chez les australopithèques, tout ça a dû être perdu, et on voit, j'ai mis déjà un peu de gras sur les fesses, hein, ce qui permet d'optimiser les chances de survie des femelles, puisqu'elles restent près des arbres et elles peuvent avoir des restrictions caloriques, donc elles sont obligées d'échanger aux hommes. Elles sont debout et on voit déjà qu'elles sont glabres. Alors là, celle-là, c'est Lucie, hein, et Lucie, on reconnaît puisqu'elle a
déjà un bassin extrêmement large parce qu'elle a un gros système digestif et elle a les jambes et les quadriceps qui sont même à l'intérieur du bassin, c'est-à-dire qu'elle a le bassin plus large que les hanches, c'est-à-dire qu'elle a la taille plus large que les hanches, hein, alors que chez Célibat, que vous voyez ici, la taille a quasiment la même largeur que les hanches parce qu'il a moins d'intestin tout simplement et qu'il mange plus de viande. Voilà, c'est très intéressant. Et là, vous voyez, une femelle, elle avait déjà du gras sur les fesses, donc c'est très intéressant à comprendre tout ça. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Je ne sais pas. Je vais vous montrer les singes, voilà. Et puis là, vous avez un singe avec un fessier de singe, ça n'a rien à voir. Et puis là, vous avez le bassin, un bassin de gorille, hein, vous voyez, très peu déporté vers l'arrière, hein, et ici, vous avez un bassin d'Australopithèque. Il y a déjà un début de déportement, c'est déporté vers l'arrière pour pouvoir accrocher un gros fessier parce qu'il est bipède et il marche debout. Puis là, l'homme, tout est déporté vers l'arrière. Puis vous avez bien sûr encore le sacrum qui est ici, qui vient augmenter. Voilà ce que ça fait un homme qui marche et voilà ce que ça fait un singe qui marche. Hein. Et Lucie ou Célibat ou tous les Australopithèques ont bien sûr un bassin humain, mais restent avec un haut de singe. C'est assez intéressant à comprendre. Voilà, petite vidéo du soir, espoir faite à l'arrache, hein, pour vous montrer un peu les Australopithèques. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous expliquer? Non, voilà. Voilà, et puis je vous dis salut à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aime la faire comme ça, hein, je suis vraiment pas, vous savez, je suis un barbare, hein, moi je vous l'ai fait comme ça, mais j'espère que vous avez appris pas mal de trucs. Et de toute façon, je vais continuer à en faire, à reconstituer. Cet été, je vais m'amuser à reconstituer Célibat, mais je pense que je vais reconstituer aussi après Naledi, peut-être Lucie aussi, qui est une variation de Célibat elle est plus ancienne, donc c'est intéressant de voir les phases de transition. Alors comme on dit, il reste pas grand-chose, mais quand on a le côté gauche, vous pouvez faire le côté droit, et quand vous avez le côté droit, vous pouvez faire le côté gauche par effet miroir. Donc c'est pour ça qu'on arrive à reconstruire des choses, et quand on dit qu'on place des muscles, on ne les place pas n'importe où, hein, on les place en fonction des traces que vous avez sur les os. Puis l'avantage, c'est que quand vous voyez ce qu'on trouve sur Internet, tu vois, hein, tu es bien placé, tu vois, tu as tout. Tu as tout ce que tu veux sur Internet pour faire de belles reconstitutions. Alors ça, lui, pas besoin, lui c'est Usain Bolt, il existe déjà, mais tu as d'autres, tu peux faire plein de trucs. Très intéressant. Est-ce que j'en ai d'autres à voir là? Attends, je cherche. Voilà, mollet de singe, pour te montrer qu'ils avaient déjà reconstruit. Hein. Donc, les Australopithèques ont un mollet intermédiaire entre un mollet de singe, hein, bien sûr, et un mollet humain à la Usain Bolt, si je le retrouve. Il est où le Usain? Tu vois? Alors, j'essaie de trouver mon Usain Bolt. Non, j'ai pas. Voilà, c'est un mollet humain, mais ça, c'est un mollet nordique. Et vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Ici, il y a un grand triceps sural, hein, pour restituer l'énergie, ce qu'on n'a pas chez le singe. Ici, c'est très épais. Hein. Là aussi, ici, avec tous les fléchisseurs. Regardez les fléchisseurs des doigts en profondeur, tout ça, pour pouvoir s'agripper aux branches. Hein. Tout ça, c'est très intéressant. Et nous, ils sont beaucoup plus petits. Hein. Nous, on est fait pour marcher. Et eux, pour agripper, saisir des branches, et on voit que chez nos Australopithèques, comme j'ai fait ici, c'est un espèce de mixte. Hein. C'est pas encore comme sur Habilis ou Erectus. Hein. C'est un mixte, mais par contre, tout ce qui est bassin et jambes, c'est quasiment humain, avec encore un peu de possibilité de grimper aux arbres, et puis un haut de singe, mais des mains humaines, hein, ce qui est un peu impressionnant, et puis un crâne très particulier, sans canine, avec des énormes masséters ici, et des énormes temporaux qui sont faits pour mâcher, broyer une nourriture fibreuse, et aussi de la viande. Hein, voilà. Donc petite vidéo du soir, espoir. Voilà. Et je vous dis salut à tous et paix sur terre, mes frères. Excusez-moi du format, mais j'avais envie de la faire. C'est intéressant pour vous montrer mon travail. Et puis de loin, je suis le meilleur au monde. Hein. Quand vous voyez les merdes, c'est terrible à dire. Je ne veux pas être méchant avec des confrères diplômés. Mais voilà, quand on voit ça, on se dit qu'il y a un petit problème dans la reconstitution. Puis vous voyez qu'il n'y a aucun tendon qui a été fait. Alors comment on sait qu'il y a une taille de tendon? Hein, c'est tout simplement que le muscle a la longueur du mouvement articulaire qu'il doit produire. Hein. On n'invente pas ça, hein, c'est de la mécanique de base. Je ne sors rien de mon cul. Hein. C'est des règles mécaniques. Hein, donc le muscle va avoir la longueur du mouvement articulaire qu'il doit produire. Et comme on a pas mal d'os, on sait à peu près d'articulations, même si elles sont des fois abîmées,
on arrive à peu près à calculer. Et comme on sait qu'on est en Afrique, hein, pour les australopithèques, on sait qu'à un certain moment, ils vont devoir thermoréguler d'une certaine façon. Et puis, on peut comparer avec d'autres primates, hein, et en fonction du milieu dans lequel ils vivent. Savane arborée, on sait que la première cause de pression sélective, ça va être la chaleur et le soleil très fort qui tape en pleine journée, puisqu'ils sortent en pleine journée, hein, bien sûr, quand les prédateurs, hein, sont allongés sous les arbres, dorment, ils se reposent, ils vont chercher de la charogne fraîche, hein, les mâles surtout, et ils bouffent ce qui est autour d'eux, mais il y a beaucoup moins de nourriture, hein, pour un australopithèque. Il n'y a pas autant de nourriture pour un australopithèque facilement accessible que pour un singe en forêt qui, lui, a des arbres, il peut y grimper, a plein de fruits, hein. Alors que la savane, c'est un milieu très dur, on est obligé de passer en régime plus viande, puisque les fruits vont manquer, on aura de la fibre, on aura quelques fibres alimentaires, mais c'est quand même moins riche en végétaux, donc compensation, bien sûr, et réduction du système digestif que l'on voit déjà chez Célibat et moins chez Lucie. Bon, salut à tous, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.